Ceci est une forêt, celle qui résiste. Le changement climatique la met à l'épreuve, mais depuis des millénaires, elle en a vu d'autres. Pour elle, c'est une étape. Selon l'aphorisme darwinien, à son rythme, elle s'adapte. Mais elle a besoin d'aide. Il y va de sa survie. Il y va de la tienne, de la nôtre. Je l'observe et l'interroge. Elle me répond et m'interroge à son tour. Nous communiquons. À l'évidence, nous avons besoin l'un de l'autre. Certaines essences souffrent du réchauffement et de la sécheresse. Des arbres dépérissent, semblent vouloir migrer vers d'autres latitudes. À mon tour, j'étudie les pistes de leur remplacement dans le respect de la biodiversité. Avec les hausses de température et de la sécheresse estivale, prédire la vulnérabilité des forêts devient vital. Les chercheurs expérimentent et observent. 38 espèces effectuent déjà leur période d'essai sur les 41 arboretums du réseau européen Rainforest. Mes chênes, mes châtaigniers, tiendront-ils le coup ? Ceci est une forêt, celle qui lutte, celle que la planète en surchauffe met à contribution pour absorber le CO2. Pour sa croissance, elle le séquestre, puis le stocke, puis le transmet par substitution. La forêt valorise le carbone à son profit. C'est ainsi que plus on coupe, plus on stocke, plus on replante, plus elle lutte. Certains disent à l'heure actuelle que pour lutter contre le changement climatique, il faut garder le carbone dans les forêts, c'est-à-dire garder les arbres dans les forêts et ne pas les couper et ne pas les transformer en produits bois, parce que ça serait plus efficace. Et dans le même temps, on dit que la forêt est soumise à de plus en plus de risques, en particulier le risque incendie qu'on voit tous les étés. Et il y a une certaine contradiction à vouloir stocker ce carbone finalement dans un endroit qui est assez risqué. La pompe à carbone accélère sur les parcelles en croissance, stagne sur les peuplements à maturité, puis décroît avec leur vieillissement. La récolte conduit alors à une nouvelle plantation ou à une forêt spontanée qui relance la pompe. Éternel retour nietzschéen de la photosynthèse. Et puis à un moment donné, quand l'arbre est vieux, qu'il ne produit plus, on se dit qu'il faut absolument avoir organisé sa régénération pour repartir sur un jeune peuplement qui refixera du carbone, qui réaccueillera des insectes, des oiseaux, des nids, des choses. Voilà. Et c'est une roue qui tourne et il ne faut pas arrêter la roue. Ce développement cyclique continu de la forêt l'a fait grandir. Depuis 1850, elle a doublé de surface. De grands espaces abandonnés par la déprise agricole ont été localement plantés de résineux pour le bois d'œuvre dont le pays avait grand besoin. Ainsi, ces landes désertées ont fait place à des bassins de vie et à des milliers d'emplois non délocalisables. Ces grandes parcelles récoltées sont aujourd'hui fractionnées ou décalées dans le temps pour répondre par anticipation aux besoins sociétaux futurs, inéluctablement différents. Les importations de bois plombent notre balance commerciale. À l'évidence, je ne récolte pas assez. Et la forêt me dit qu'elle peut donner davantage. Cette matière que tu aimes et à laquelle tu tiens fait partie de ta vie. Des maisons, mais aussi des immeubles de grande hauteur, avec un confort thermique et acoustique incomparable. On nous dit ici qu'on ne construit pas souvent et pas assez avec du bois. Et il y a un proverbe suédois qui dit que lorsque ton médecin ne peut rien pour toi, va vivre dans une maison avec du bois. Parce que dans une maison avec du bois, il y a beaucoup moins d'humidité, c'est beaucoup plus isolé, elle se construit plus vite, et le bois est le matériau du 3e millénaire. Avec ces coproduits, on fait du chauffage individuel et collectif, de l'énergie propre par cogénération. Le papier de tes livres,
les emballages 100% recyclables, les tenues de blocs et champs opératoires à usage unique. Il s'associe aux technologies de pointe. Avec des écorces, on arrive à dépolluer de l'eau qui est polluée par du plomb, par de l'or, mais aussi de l'uranium, et que les écorces, ce produit éminemment naturel issu de l'arbre, permettent cette dépollution et d'en rendre de l'eau propre, eh bien c'est extraordinaire. On en fait des produits cosmétiques, nutritionnels, pharmaceutiques. Certains te surprendraient. Extraire de l'écorce de Douglas des molécules qui vont permettre de lutter contre certaines formes de cancer. Imagine un peu la vie sans le bois. Alors pour toi, pour nous, je récolte. Parce qu'elles adaptent progressivement les essences au réchauffement et à la sécheresse, parce qu'elles réamorcent la pompe à carbone qui s'essouffle, parce qu'elles produisent ce matériau irremplaçable, les coupes sont éminemment écologiques. Que n'a-t-on entendu à leur sujet ? Je t'explique de quoi il retourne. Sans misérabilisme, sans angélisme. Ne tombons pas dans le véganisme forestier. On ne détruit pas, on récolte. Tout ça doit mener à une seule logique, c'est du bon sens durable. Voilà, la gestion forestière, elle ne s'improvise pas, c'est pas une mode, ce n'est pas un modèle choc, c'est un modèle de gestion durable équilibré, posé, réfléchi, avec des surprises que la nature nous réserve. Donc notre travail, c'est d'accompagner tout ce modèle-là en intelligence, de savoir entendre les attentes externes qui sont évidemment importantes, mais de garder du bon sens et les pieds sur terre pour le gérer au mieux. Des coupes rases sont effectuées sur les parcelles abandonnées ou en dépérissement, sur les peuplements à forte mortalité, victimes d'insectes ou de tempêtes, sur les taillis sans valeur et sans avenir. Ces coupes donnent du bois et ses coproduits promis aux filières papier et bois énergie. Ce sont des opérations de salubrité forestière, de salubrité publique, des opérations de chirurgie esthétique, moche sur le coup, mais tellement belle après. Ce sont des opérations de réhabilitation de la noble continuité forestière. Tu vois cette belle forêt ? Eh bien, c'est une ancienne coupe rase. Fou, non ? Des coupes d'éclaircies donnent de l'espace et de la lumière aux plus beaux arbres en éliminant les plus chétifs. Comme la canopée, les sols forestiers demandent de la lumière et de l'eau de pluie pour leur litière et leur biodiversité. C'est pour ça qu'on a créé au niveau du CNPF l'indice de biodiversité potentielle. C'est que je partais du principe que les propriétaires sont comme M. Jourdain, ils font tous de la biodiversité sans le savoir. Enfin, les coupes de renouvellement sont des coupes logiques de parcelles en futaies régulières, plantées ici depuis des décennies pour être récoltées aujourd'hui. Les machines de bûcheronnage ont considérablement réduit l'accidentologie des travaux forestiers. Leur spectaculaire efficacité contribue au maintien de coûts raisonnables du bois pour les filières en aval. Ces machines de bûcheronnage ont un immense avantage par rapport aux bûcherons, c'est qu'elles travaillent de façon systématique. Elles vont ouvrir des cloisonnements, et sur ces cloisonnements, qui sont en fait des couloirs de cheminement plus ou moins parallèles, elles vont chercher les arbres à droite à gauche, les couper, les ramener devant, et puis là, façonner des billons de différentes longueurs, des crumes, etc. Et toutes les branches vont tomber devant la machine, ce qui fait que d'une part, cette machine ne va circuler que sur ces cloisonnements, qui représentent de l'ordre de 15-20% de la parcelle, et d'autre part, elle va circuler sur ce tapis de branches qu'on appelle des rémanents. Ça va faire une espèce de tapis portant qui va limiter les ornières. La majorité de ces machines aujourd'hui sont équipées d'huile biodégradable, donc en cas de fuite, on est sur des produits qui n'ont pas d'impact ou beaucoup moins d'impact sur l'environnement que pourraient l'avoir des huiles standards, je vais dire. Ces coupes assistées de haute technologie et strictement encadrées sont réalisées sur cartographie cadastrale informatisée. Elles font l'essentiel du revenu forestier. Un revenu transgénérationnel bien tardif. Quelle autre activité, quel autre investissement fait patienter l'homme pour une juste rémunération pendant 50 ou 100 ans ? Je perpétue le travail de mes parents et de mes grands-parents pour mes enfants et petits-enfants. Je ne serai pas le maillon défaillant de cette chaîne ancestrale.
La difficulté, c'est que il faudrait que le sylviculteur ait une dérogation pour pouvoir vivre 200 ans. Et puis, durant toutes ces années, on se paie autrement. En satisfaction, en plaisir, en passion, en chant d'oiseaux forestiers. Qui n'a jamais ressenti l'envoûtement des grandes orgues du vent dans les Douglas? Les coupes ouvrent le regard sur des paysages oubliés. Elles modifient provisoirement la vie forestière dans ces clairières improvisées. Elles respectent la nidification et font place à une nouvelle euphorie végétale en devenir, naturelle ou dirigée. Tout un écosystème réapparaît dans cette sylve spontanée sous le soleil. L'humus des petits bois favorise la survenance de produits non ligneux, de plantes herbacées et d'une cohorte d'insectes et d'oiseaux. Et pour le plus grand plaisir des sangliers et cervidés qui viennent s'y repaître de produits frais. Sur le plateau de Millevaches, on a des oiseaux qui nichent au sol. Il leur faut bien un habitat. L'engoulevent, par exemple, il aime les coupes rases et il niche dans les coupes rases. On a un certain nombre d'oiseaux protégés, emblématiques sur le plateau de Millevaches. Il leur faut un habitat. Et puis, on plante et on replante encore, suivant les dernières avancées scientifiques. À quelle altitude, quelles essences, quels besoins en eau, quelle résilience espérer pour quels besoins futurs. Comme toi, dans ton jardin, je charge la nature de produire ce dont j'ai besoin. On prépare le sol avec des techniques dites d'écourboisement. On travaille le sol juste à l'endroit où on va planter le plant et on va laisser les branches partout sur le sol, de façon à ce que le sol soit protégé des excès de chaleur et qu'il y ait une certaine ombre et une certaine humidité qui se maintiennent sur le sol. Dans la reconstruction d'un peuplement forestier, je tiens compte de certaines animosités entre essences. D'autres espèces se protègent mutuellement des tempêtes et des crises sanitaires. Les parcelles diversifiées sculptent nos paysages forestiers en patchwork de 1000 nuances. Elles peuvent ici ou là s'assembler en monoculture de feuillus ou de résineux, devenus localement traditionnels. Les coupes étagées dans le temps dessinent la mosaïque paysagère, elles renforcent les arbres de lisière et avec eux l'ensemble de la forêt. On est amené à intervenir chez des propriétaires qui ont moins de 1 hectare. Ça sera vraiment un travail de conseil et de mise en confiance aussi des propriétaires pour arriver à une gestion cohérente de l'ensemble de toute cette petite propriété. Ceci est une forêt, celle qui accueille, celle que tu affectionnes, celle de tes promenades paisibles et de tes loisirs. Moi, je la surveille, l'entretiens, je la protège. Sans moi, elle te serait hostile, impénétrable. Mais je la partage volontiers avec toi. Nous veillons à maintenir un équilibre entre les 3 fonctionnalités de la forêt, la fonction économique, la fonction environnementale et la fonction sociétale. La famille forestière certifiée PEFC t'accueille à bras ouverts. Respecte-la. Les parents, ceux qui donnent le bois et font bouillir la marmite, les petits-enfants, maternité d'indisciplinés qui têtent goulûment le carbone. L'avenir de la planète, il est là. Les grands-parents, garants des valeurs ancestrales, protecteurs du biotope. Le sylviculteur, il doit savoir prendre le temps, il doit écouter la nature, écouter la forêt et répondre. Mais en même temps, le sylviculteur, il est conscient que ce milieu forestier en France, à part quelques exceptions peut-être en montagne ou autre, est complètement anthropisé. La main de l'homme a touché chaque hectare, chaque art, chaque mètre carré. Donc, il a aussi, dans cette temporalité, l'homme a à savoir gérer cette forêt. Il ne peut plus la laisser se livrer à elle-même, puisqu'il en est la cause, il en est la raison. Alors, la forêt privée, un bien commun? Bien sûr que non. Le concept se contredit d'ailleurs de lui-même. Certes, elle veille sur la planète, elle assainit l'air, elle filtre l'eau, elle produit des milliers d'emplois et le bois dont nous avons grand besoin. Elle t'invite à la détente dans un sanctuaire de biodiversité et de fraîcheur. Certes,
Elle veille au bien-être du monde des vivants. C'est assurément un bien d'intérêt général, un bien d'accueil volontiers partagé. Mais ceci est ma forêt, composite, diversifiée, indivisible. Bienvenue chez moi. Ah, je ne me suis pas présenté. Je suis le forestier privé du Limousin.